Parmi les peuples du Proche-Orient, le thème du festin d'Atrée, du fils servi en bouillon à son père, illustré ensuite dans la geste des Achéménides, se rencontre pour la première fois dans une autre aventure attribuée à l'une des éphémères colonies scythiques d'Asie mineure, dont Hérodote parle plusieurs fois. L'historien explique comment Astiage, fils de Cyaxare, roi des Mèdes, était devenu le beau-frère de Crésus, roi de Lydie. Une sédition, dit-il, ayant obligé une troupe de Scythes nomades à se réfugier en Médie, Cyaxare conçut pour eux tant d'estime qu'il leur confia des enfants pour qu'ils leur apprissent, outre leur langage, le maniement de l'arc. Bons chasseurs, les Scythes rapportaient tous les jours du gibier à la table royale. Un jour pourtant, ils revinrent les mains vides, et le roi, de naturel violent, leur fit les plus durs reproches. Indignés, les Scythes coupèrent en morceaux un des enfants dont ils avaient la charge et le servirent au roi, disant qu'il était le produit de leur chasse. Il est remarquable que ce motif se retrouve dans l'une des histoires le plus souvent notées en Ossétie à propos du Narte Sirdon, personnage ambigu, à la fois indispensable au Narte et pourtant méprisé et en conséquence hostile. Voici la présentation du livre des héros. Irrité d'une offense, Sirdon a volé la vache unique du Narte Émitz. Informé par une sorcière, Émitz réussit à découvrir la mystérieuse maison souterraine où habite Sirdon. Sirdon n'était pas dans la maison. Sa femme et ses enfants furent frappés de terreur à l'apparition de Émitz. Quelle catastrophe! Comment nous a-t-il trouvés? Cependant, le chaudron était plein de viande. Émitz en tira des morceaux. C'était bien sa vache. Alors, il ferma soigneusement la porte, égorgea la femme et les enfants, les coupa en morceaux, les jeta dans le chaudron et ranima le feu. Puis, prenant sur l'épaule ce qui restait de sa vache, il la rapporta aux siens. L'histoire a une suite. Sirdon tire du chaudron les ossements des siens. À la main de son fils aîné, il attache 12 cordes, les veines qui sortaient des cœurs de ses autres garçons. Ainsi fut inventée la première Fendir, la Pkandura des Géorgiens, dont les sons captiveront les Nartes et les réconcilieront avec Sirdon. On comparera la fabrication de la première cithare dans l'hymne homérique à Hermès, à cet Hermès aux nombreux tours, à l'esprit ingénieux, qui a plus d'un caractère commun avec le Sirdon des Ossètes. Ιός γεγονός μέσω ήματι εγκυθάριζεν. Εσπέριος βους κλέψεν εκιβόλου Απόλλωνος. Τετράδι την προτέρη τίμην τέκε πότνια μέα. Ως και επί δι. J'étais parti, comme on partait au XIXe siècle, sur l'idée que la Grèce et l'Inde, grâce à l'abondance de la documentation, grâce au génie créateur de ces deux peuples, ce seraient les deux piliers de la comparaison. Or, la Grèce s'est dérobée. Je parlais il y a quelques jours du miracle grec. Eh bien, le miracle grec a eu comme premier effet de secouer l'héritage indo-européen et de lui substituer d'autres choses, et choses sur lesquelles aujourd'hui nous vivons encore. Par conséquent, dans la théologie proprement dite, il n'y a plus, en cherchant bien, on trouve des traces, mais il n'y a plus rien d'important qui rappelle les trois fonctions. Il y a bien des dieux de la souveraineté, il y a bien des dieux de la guerre, il y a bien des dieux de la fécondité. Zeus, Arès, Aphrodite sont des personnages importants, mais ils ne sont plus groupés, ils ne sont plus détachés des autres dans un schéma trifonctionnel. En particulier pas dans le tableau des grands dieux. Homère, Hésiode, les tragiques ont un monde de dieux différent. Mais il y a des traces, dont une est particulièrement claire et particulièrement importante. C'est la légende qui explique la guerre de Troie et son issue fatale, la ruine de Troie. C'est la fameuse histoire du jugement de Paris.
Vous savez ce qui s'est passé. Le jeune prince, qui était en même temps berger, le jeune prince Paris, gardait ses moutons dans les montagnes voisines de Troie, quand une triade de déesses s'est présentée devant lui en lui demandant de trancher leur débat, de déclarer qu'elle était la plus belle. Et ces déesses étaient Héra, Athéna et Aphrodite. Alors, suivant les versions, elles se sont présentées avec des atouts différents. Suivant une version usuelle, elles se sont présentées avec des promesses. Héra a promis au jeune prince, s'il lui donnait la préférence, l'Empire sur l'Europe et sur l'Asie. Athéna lui a promis la victoire dans toute bataille, et Aphrodite lui a promis la plus belle femme. Inutile de souligner le caractère fonctionnel de ces promesses. Suivant d'autres versions, elles se sont contentées de se présenter comme chez un grand couturier, avec leurs avantages vestimentaires ou avec leurs accessoires. Héra s'est présentée avec sa couronne et en faisant valoir qu'elle était la femme du souverain, la femme de Zeus. Athéna s'est présentée avec sa lance et Aphrodite s'est présentée avec ses charmes. Inutile également de souligner le caractère fonctionnel de ses attributs. Eh bien, cela nous prouve que dans une circonstance particulièrement importante de la pseudo-histoire grecque, puisque c'est tout de même le plus grand événement historique ou para-historique ou à moitié historique de l'histoire des premiers siècles du dernier millénaire, ainsi les Grecs ont continué à expliquer le malheur de Troie par le mauvais jugement de Paris qui a choisi la troisième fonction au lieu de choisir la fonction soit de souveraineté, soit de force guerrière. Il a préféré le plaisir. Et le résultat a été la ruine de sa ville et sa propre ruine. Longtemps, on a confondu, et ça a eu des conséquences tragiques, on a confondu la notion de langue et la notion de race. On a confondu la notion de langue et la notion de nation. Or, nous savons bien, ne serait-ce que par les Grecs, que une nationalité n'est pas forcément une nation. De même qu'une philosophie peut dériver d'une philosophie précédente dans un tout autre point du monde, de même que Hegel est sorti des Grecs sans que ça implique une espèce de parenté raciale, eh bien de même, la linguistique est comparative, la mythologie comparée, comme on disait autrefois, repère entre des mots d'un côté ou des conceptions de l'autre, des correspondances telles qu'elles ne peuvent s'expliquer que par un héritage commun à partir d'un prototype préhistorique. C'est tellement vrai que l'étude comparée des civilisations indo-européennes a commencé en même temps que la linguistique comparative. Mais ici apparaît une différence essentielle et qui a beaucoup compliqué nos études, c'est que les mots sont des choses faciles à définir, à répéter, à observer, tandis que les idées, les concepts, les récits sont des choses beaucoup moins saisissables. Et alors ça explique ce fait que la linguistique comparative n'a pas cessé de progresser depuis le jour où elle a été fondée. Des erreurs ont été corrigées, des précisions ont été apportées, mais il y a une continuité linéaire entre le fondateur de la grammaire comparée et ses représentants les plus modernes, nos contemporains. Tandis que la comparaison des mythes, des légendes, etc., qui avait été entreprise avec enthousiasme par les premiers auteurs, qui étaient eux-mêmes des linguistes, eh bien, s'est perdue à la fin du XIXe siècle
dans des spéculations qui ont été abandonnées. C'est-à-dire qu'il y a un abandon de ces études pendant plusieurs décades, et se justifiant parfaitement parce que les méthodes qu'on employait n'étaient pas adaptées. Et alors, c'est vers 1920 qu'en Allemagne et en France, un certain nombre de chercheurs ont repris la question avec des moyens nouveaux. N'est-ce pas ? Entre-temps, l'ethnographie s'était développée, on savait un peu mieux ce que c'était qu'une religion, que des rituels, un système de pensée. Et alors on a repris la question, mais toujours avec le même fond de méthode, le même type de méthode, qui est ce que j'appelle la comparaison génétique. Et pour me répéter, je dirais que c'est la constitution d'un dossier contenant des variantes attestées chez les divers peuples de la famille, le repérage des coïncidences et des différences entre ces diverses versions, et par ce repérage, l'établissement robot, si on peut dire, d'une version plus ancienne dont les autres sont des dérivés. Les Aryens du nazisme, les Aryens de Hitler, c'est une fabrication de l'esprit. D'abord, encore une fois, ils ont mis l'accent sur la race, alors que le mot peut avoir un sens en linguistique, mais non pas du tout en anthropologie. D'autre part, le mot arien est justifié pour désigner ce que j'appelais tout à l'heure les Indo-Européens les plus orientaux, c'est-à-dire l'unité des ce qui a été l'unité des Indiens, des futurs Indiens et des futurs Iraniens, qui s'appelaient eux-mêmes les Aryas. Nous savons qu'ils s'appelaient les uns et les autres des Aryas. Par conséquent, il n'y aurait pas d'inconvénient à les appeler des Aryens. Mais alors étendre le mot arien à l'ensemble indo-européen, c'est un artifice. Et ça a couvert les entreprises que vous savez, n'est-ce pas? Mais il n'y a derrière ça que des rêves, de la mégalomanie raciale qui a fait tant de mal.